Mali. J'appelle également, j'espère qu'il est là, Giorgio Carelli, le responsable de la coopération décentralisée de la région Piémont en Italie. Vous êtes passé par le tunnel d'Anturin? Oui, bien sûr. Prego. Juste. L'autre, il se creuse. Hein. Et puis Benoît Iribet, bonsoir Benoît. Très content de vous accueillir également. Benoît Iribet, directeur santé publique de l'Institut Mérieux. Et il est également... il a également des responsabilités dans Action contre la faim. Président, non, c'est ça, d'honneur, comment on peut après s'en être longtemps occupé. Alors l'objet de cette table ronde, donc, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer maintenant, après cet anniversaire des 25 années de Resacop. Et je voudrais commencer par donner la parole, évidemment, à la seule femme de ce plateau. Autant dire, Corinne, que vous êtes en minorité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous prenez du renfort ou pas? Je suis très bien entourée. Bon. Alors, Corinne, vous êtes directrice des études du CIEDEL, vous êtes maconnaise, donc à la fois bourguignonne, c'est ça, et puis un peu de l'autre côté, un peu du territoire d'à côté, bourbonnaise, c'est ça. Vous êtes une passionnée de musique, entre le baroque et le rock. Il y a votre fils qui joue dans un groupe et qui vient de sortir un album. Et je dis ça parce que ça permet de camper votre personnage d'une manière extrêmement sympathique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, revenir 25 ans en arrière, et comment tout a débuté? À quoi ressemblait la naissance de Resacop? Alors, bonjour à tous. Donc voilà, c'est assez émouvant de voir effectivement cette salle remplie, des acteurs du territoire, mais aussi des acteurs d'autres territoires, toutes ces délégations, certains qu'on connaît depuis longtemps, n'est-ce pas, monsieur Dediou? Voilà, donc on est très, très, très heureux de ça, de voir que cette idée de Resacop qui était portée notamment par le CIEDEL, mais avec l'État et la région, il y a 25 ans, est toujours vivante, plus vivante que jamais, donc ça c'est très, très, très agréable. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler des fondements, quelles avaient été les idées à la base de C'est pour la caméra, Resacop. j'arrive à écouter la caméra. Excusez-moi. Mais en même temps, de voir aujourd'hui ce qui reste des intuitions qu'on avait pu avoir au CIEDEL en créant Resacop. Donc je suis très contente d'avoir à mes côtés aussi Marc Noy, puisque on était ensemble au démarrage de cette histoire. On a pris quelques cheveux blancs depuis. Voilà. Et puis, je voulais citer ici quelqu'un qui malheureusement n'est plus parmi nous, qui est Raphaël Kidernien, qui était le représentant de l'État, qui travaillait au SGAR à l'époque, et qui avait initié cette histoire avec Bernard Husson du CIEDEL, qui est toujours vivant, ne connaît pas parmi nous ce soir. Et c'est important de dire qu'il y a eu cette histoire qui était le fait d'institutions, d'idées, mais aussi de personnes. Et c'est quelque chose sur lequel je reviendrai dans ma conclusion, parce que cette histoire de coopération, c'est aussi quelque chose qui relie les personnes et les humains. Alors, nous au CIEDEL, on était portés par trois idées forces au démarrage de Resacop. Donc, d'abord, dire qu'en 1994, c'était un dispositif qui était clairement positionné en direction des collectivités territoriales. On venait d'avoir la loi sur la coopération décentralisée de 1992 en France. Et avant ça, on avait, en tout cas au CIEDEL, une analyse du contexte. Je parlais en préparant cette table ronde d'intuition. Alors, Marc, il aime bien le terme d'intuition. Des intuitions, de l'analyse entre les deux, c'est sans doute un chemin au milieu. En tout cas, il y avait trois convictions. La première, c'est que le développement, il se fait d'abord avant tout à la base, au niveau local. Il doit partir des territoires et des acteurs, même si ce développement se fait en articulation avec les niveaux. Deuxième intuition, c'est que la dynamique de développement, qu'elle soit en France ou dans les pays ailleurs dans le monde, doit être impulsée et animée par des autorités locales élues, légitimes, démocratiques, et qui incarnent à la fois la puissance publique et l'intérêt général,
Et ça, c'était pas une idée très facile en 1994, c'était une bataille avec notamment le monde des ONG, on pourrait en revenir peut-être avec Benoît, mais en tout cas, on n'était pas très nombreux à porter cette vision du rôle des collectivités territoriales dans le développement. Alors, la troisième idée, j'ai quand même un temps de bête, hein, même si, la troisième idée, c'était que ce qu'on constatait, ce qu'on voyait dans l'avenir, et l'avenir nous a donné raison d'une certaine manière, c'était que la coopération internationale, qui était jusque-là l'apanage des États, des institutions internationales et des ONG, se diversifiait. Donc on avait la loi de 92 qui venait d'être votée pour autoriser en France les collectivités à s'engager. On a eu tout de suite après, en 1994, la loi sur la coopération hospitalière, donc il y a Florence Cavalier des Hospices civils de Lyon qui est là. Et donc c'était aussi une mutation pour le monde de l'hôpital de s'engager en coopération. Les universités, les écoles, etc., tous les acteurs du territoire qui s'engageaient dans cette dynamique. Et d'ailleurs, des accords qui étaient ciblés sur les collectivités en 1994, c'est ouvert dès 1996 à tous les acteurs du territoire. Alors, sur la base de ces trois constats, il y avait donc une finalité qui était donnée à Resacops, qui était, en tout cas nous au CIEDEL on portait cette idée, on pourra dire ce qui portait à la région, mais c'était d'améliorer les pratiques de coopération. Dire qu'il va y avoir de plus en plus d'acteurs qui vont s'engager en coopération, mais avant tout il faut ne pas nuire. Donc moi je peux l'avouer aujourd'hui devant tout le monde. Quand je recevais un porteur de projet dans mon bureau, mon but c'était pas qu'il trouve des financements pour son dossier, mais c'était qu'il monte un projet sérieux et surtout qu'il ne fasse pas trop de dégâts dans les pays partenaires. C'était vraiment ça qui était au cœur. Quels dégâts potentiels? Alors, je vais y venir tout de suite. J'ai retrouvé un texte écrit par Bernard Leçon, donc notre collègue du CIDEL, aujourd'hui à la retraite, qui disait « Les collectivités qui se lancent dans la coopération démarrent avec l'enthousiasme de l'explorateur ». Vous pouvez interpréter cette phrase. Mais surtout, on voulait faire d'abord bouger les représentations, les clichés sur les pays du Sud, première chose. On voulait faire bouger les démarches de coopération, la notion de partenariat. Autrement dit, c'est pas parce que les pays sont dans des contextes différents, des situations inégales du point de vue soit des ressources, soit des capacités, qu'il ne devait pas y avoir une posture égale dans la relation de coopération. Donc ça, c'était très important pour nous. Je pense qu'on a œuvré à éradiquer, le mot peut-être un peu dur, mais la coopération par le don, c'est-à-dire tout ce qui était coopération, envoi de médicaments, envoi de livres, pour passer à une coopération véritablement, alors d'abord d'appui institutionnel et d'intérêt mutuel. Ouais, en ce qui me concerne, brièvement, je me suis retrouvé président de la région de Bélier en mars 2013. En 2013, nous avons créé ce qu'on appelle l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire. Et c'était tout nouveau. Il fallait donc entrer dans les réseaux de nos prédécesseurs pour nous imprégner des bonnes pratiques de ce qui se passe. Et c'est ainsi que nous avons pu intégrer l'AIRF, l'Association internationale des régions francophones, puisque la Côte d'Ivoire est un pays francophone, l'Organisation des régions unies et le Forum global de l'association, ORIFOGA, les cités gouvernements locaux unis d'Afrique. En plus de ces partenariats qui sont établis, nous avons intégré des réseaux, le R20, le réseau des 20 régions les plus puissantes du monde, qui traitent les questions qui nous interpellent, notamment les questions climatiques. Et en juin 2015, nous avons tenu ce qu'on appelle le sommet africain des régions pour préparer la COP 21. Et nous avons versé donc dans les résolutions de la COP 21 la déclaration de Yamoussoukro, où les pays africains prenaient position sur les questions climatiques. Nous avons intégré aussi un bon partenariat avec l'ARF, l'Association des régions francophones, et le Fonds mondial pour le développement des villes, les cités unies de France, et
puis l'association Climate Change, animée par le sénateur. Merci et bonjour à tout le monde. Je m'appelle Azaz Dagdag. Je suis premier vice-président du Conseil des collectivités. Je suis avec une douzaine de camarades invités par le gouvernement français et reçus chaleureusement par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous séjournons ici pour cette une semaine et nous avons été invités à venir parmi vous, vous saluer, pour fêter l'anniversaire du Redacop avec vous et vous dire que nous sommes avec vous. Notre institution, le Haut Conseil des collectivités territoriales, est une institution de la République du Mali. Cette institution est la représentation nationale des collectivités territoriales chargées de veut la licence d'améliorer de façon qualitative les conditions de vie des populations. Par rapport à ce qui est le sujet du jour, nous voulons bien vous dire que cette comment ça s'appelle, coopération avec cette coopération entre le Mali et les autres acteurs du développement, notamment ceux de la France et d'ailleurs, ça a été pour nous une véritable chance parce que plusieurs points, plusieurs villes, plusieurs régions du Mali ont été accompagnés depuis les années 80 jusqu'à nos jours, et ça continue, pour justement faire des actions de développement très importantes. Vous avez d'abord au niveau du département allié et bien affecté, qui est une ville, qui est un département aussi, c'est-à-dire les régions du nord du Mali. Vous avez une population très fructueuse qui a permis de façon efficiente de mettre de faire de pérenniser à nous de certains lacs. Ils ont de jolis noms, ces lacs. Oui. Vous le l'avez tout à l'heure. Ouais. Voilà. Ici, vous avez ces lacs qui s'appellent les lacs Takagi. Lac Takagi, c'est un lac qui dans la mise en eau a permis vraiment de faire tuer les populations, parce que ça a permis non seulement d'avoir de l'eau potable, mais ça a permis en plus aussi de faire beaucoup d'activités de développement. Voilà, mettez bien le micro pour que tout le monde vous entende oui, bien. Ça a permis de faire des activités de développement et ce n'est pas le seul cas. Il y a aussi des mises en eau et certains lacs au niveau de la coopération Auvergne-Rhône-Alpes avec Tombouctou. Vous savez que Tombouctou, la région de Tombouctou a été une des premières régions, des 3 premières régions qui ont justement animé cette coopération avec une ville du Maroc qui s'appelle Salé Kenitra. Et puis là aussi, il y a eu la mise en eau des lacs Tanda et des lacs Kabara en 1984. En plus de cela, du côté de la capitale de Bamako, vous avez la coopération entre AIG et la ville de Bamako qui a permis de mettre en place plusieurs ESCOM et avec beaucoup de renforcement de capacités. Et vraiment, c'est devenu entre les habitants d'Alger et ceux de Bamako vraiment une fraternité. Et il y a aussi du côté des Caïs, on peut dire que là aussi, avec l'île de France, avec le Nord-Mali de Calais, une coopération très fructueuse qui, dans le domaine du développement, a fait beaucoup de nouvelles choses. Et moi, je pense que vraiment, nous ne pouvons que souhaiter aujourd'hui un heureux et joyeux anniversaire pour les accords, parce que son action est éminemment importante et de manière en tout cas s'inscrit dans
cette logique et nous allons continuer à faire le maximum pour que vraiment cette coopération soit plus fructueuse encore qu'auparavant. Merci beaucoup d'avoir fait entendre la voix du Mali comme on entendait tout à l'heure. Merci beaucoup de rester avec nous, parce qu'après ces deux beaux pays, on va franchir les Alpes, non pas par le tunnel, Giorgio il rigole déjà, mais tout simplement par le train ou le tunnel de Fréjus. Alors Giorgio Garelli, vous êtes responsable de la coopération décentralisée de la région Piémont. Vous êtes basé à Turin, c'est ça? Oui. On a dit en préparant cette journée que l'Italie était en Europe celle qui répondait le plus à des projets humanitaires de coopération. C'est une légende, c'est vrai? Oui, donc la région du Piémont a commencé à faire des activités de coopération à partir des années 1990. Et donc, a élaboré une stratégie de programme de travail qui nous ont permis petit à petit d'élargir notre coopération aussi aux différents pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment. On a commencé en 2001, le Maroc. Mais après une dizaine d'années, on a, grâce aussi à un partenaire qui c'était le président du conseil régional de la région, Rabat Saleh Zamour, qui était partenaire soit de la région du Piémont que de la région de Rhône-Alpes, on a commencé à faire des activités au Maroc ensemble dans la région de Rhône-Alpes. Et donc là, vraiment, c'était une première coopération au niveau européen. Et grâce à cette partenariat qui était très riche et très important, nous avons réalisé des importantes opérations au niveau du Maroc avec la création d'un parc industriel, etc. Alors, le parc industriel au Maroc, on peut en dire un mot quand même. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette coopération? Est-ce qu'était ce parc industriel? Oui, le parc industriel, c'était un parc assez important qui était à une cinquantaine de kilomètres de Rabat, mais surtout, la chose la plus importante, c'était une collaboration à laquelle on a travaillé ensemble, nous et la région de Rhône-Alpes et la région de Rabat Saleh Zamour, avec chacun propre responsabilité et avec un propre objectif à réaliser dans ces projets-là. Donc c'était important d'apprendre à travailler ensemble. Ça, c'était vraiment la première leçon qu'on a bien appris dans cette coopération. Ah, c'est intéressant. C'est la première leçon que nous avons apprise de la coopération. Quelle leçon? Et je dois dire qu'après quelques années, donc en 2008, on avait une idée de réaliser un projet grâce au financement de la Commission européenne. Et alors là, on a pensé tout d'abord de travailler avec la région de Rhône-Alpes et avec Resacop, qui était les réseaux qui travaillaient sur ce domaine de l'éducation et de la coopération au niveau de la région. Et donc, c'était vraiment là qu'on a commencé à prendre aussi notre leçon qui était tellement importante parce qu'on est parti avec, je me mets à côté de Corinne et de Marc, avec une intuition, c'est-à-dire c'est là qu'on ne savait pas exactement où on pouvait aller, mais on a commencé à élaborer ensemble l'idée du projet et à le réaliser ensemble. Mais ce n'est pas seulement nous, donc ce n'est pas seulement les accords et les deux. La coopération a été formalisée par une convention entre les élus de Rhône-Alpes et les responsables de la région de Tombouctou. En 1999, il y a eu des collectivités à la République du Mali. Il y a eu le conseil régional de Tombouctou qui s'est installé et en 2000 qui est venu ici à Lyon signer la première convention de coopération entre Rhône-Alpes et la région de Tombouctou. En 2004, il y a eu la fête des 20 ans de coopération à Tombouctou, avec la présence de Jean-Jacques Guérin, président de la région Rhône, à Tombouctou pour fêter les 20 ans. En 2006, nous avons signé une convention de coopération avec la région Auvergne, qui est aussi venue auprès de la région de Tombouctou développer toute la problématique du tourisme. C'est dans cette région dont vous venez de parler, 333, c'est une ville touristique, c'est une ville qui est patrimoine mondial. Et la région Auvergne a accompagné la région de Tombouctou à valoriser le potentiel touristique. Et aujourd'hui, on ne peut plus les visiter pour des raisons de sécurité. La région Rhône-Alpes et l'Agence française, d'abord la Caisse française de développement, en 1984-85, a aménagé des milliers d'hectares
avec les ressources de l'ONA et les ressources de la Caisse française de développement. En 1998, ils ont mis ensemble, en ce moment il y a l'AFD, la région Rhône-Alpes, ont mobilisé des millions d'euros pour mettre en place un outil qui s'appelle le programme d'appui au développement local de la région de Tombouctou, qui a permis d'accompagner les nouvelles collectivités de la région, tant en matière de renforcement des capacités qu'en matière de développement dans tous les domaines du développement. Et sur quoi? Sur l'eau, sur l'éducation? Sur l'eau, l'éducation, la santé, la culture, l'agriculture, les ressources naturelles, et j'en passe, la formation et le renforcement des capacités des nouveaux élus. C'est fondamentalement important. Le premier programme de renforcement des élus, de compétences des élus en République du Mali a été élaboré dans la région de Tombouctou. On va expliquer le renforcement des compétences des élus, c'est leur donner des outils pour mieux faire leur métier. C'est de donner des compétences pour assumer la prérogative, en matière d'élus. Parce qu'on vient d'arriver à la décentralisation, il y a des populations, il y a l'habitude de le dire, les populations font confiance à des hommes, mais des hommes qui ne connaissent pas ce que disent les communes, ce que disent les régions, ce que disent les centres, et quelles sont leurs responsabilités, et quelles sont les responsabilités de l'État. Et la région Rhône-Alpes, à travers cet outil, a mis en place un programme de formation pour que les élus comprennent quels sont leurs rôles et prérogatives pour accompagner les populations et permettre de faire avancer le développement dans la région de Tombouctou. Cette région aussi grande que la France. La région de Tombouctou est aussi grande que la France. D'accord. Merci beaucoup, Léonie Traoré. On s'est mis dans les paroles. Il y a 3 étudiants qui sont venus de Tombouctou ici, qui sont venus. C'est ça? Alors, ces étudiants, ils viennent quoi de Oui, je disais simplement que dans la délégation des 12 personnes qui sont là, ils sont en fait envoyés une équipe pour apprendre l'expérience française en matière de décentralisation. Et c'est plusieurs des personnes qui sont en réalité les parties signataires de l'accord d'Alger, c'est-à-dire le gouvernement représenté par 2 personnes, la SEMA représentée par 3 personnes et la plateforme représentée par 4 personnes, et enfin l'inclusivité qui est là. Mais parmi ces gens, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il y a des Tombouctiens. Je voudrais inviter Moulay Ahmed à s'élever, Dr Zakir à s'élever, et inviter aussi Kalidis à s'élever, Moulay Idriss. Voilà, c'est pour qu'on voit les Tombouctiens, ce sont les militants du député de Néo, et qui ont eu le bénéfice de tout ce qui a été fait. Et donc, il a parlé ici et le commandant. Merci. Merci beaucoup. On ne peut pas avoir le temps de parler des relations entre la région de Tombouctou et la région Rhône-Alpes. Il y a énormément de choses qui sont faites. C'est une longue histoire. Une longue histoire d'amis, de coopération et de coopération à visage humain. Moi, quand je suis à Lyon, je suis comme à Tombouctou. Je ne me gêne pas, je connais toutes les rues, je connais tout le monde, je mange tout le monde. C'est extrêmement important en matière de collaboration, de coopération. C'est une solidarité entre les peuples, au-delà de tout ce qu'il y a, eu comme réalisation, mais c'est une solidarité entre les peuples. Et comme je vous dis, de 1983 jusqu'à aujourd'hui, la coopération, malgré tout ce qui s'est passé au Mali, malgré tout ce qui s'est passé dans la région de Tombouctou, cette coopération a pu se maintenir grâce à la volonté des responsables politiques, aussi bien de Tombouctou que de la région Rhône-Alpes, que je voulais féliciter ici, et les acteurs techniques, dont le Japon, dont le CIEDEL, j'en passe, Santé Mali Rhône-Alpes, on ne peut pas citer. Ils sont nombreux les acteurs de cette coopération qui maintiennent cette coopération aujourd'hui et qui maintiennent les relations humaines. Moi, je suis dans ma famille actuelle. C'est ma deuxième partie. D'accord. Monsieur le je voudrais rebondir sur l'intervention de M. Giorgio Garelli, qui a parlé de coopération sous-régionale interpays. Nous vivons actuellement dans la sous-région ouest-africaine ce type de coopération sud-sud-nord, notamment avec le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA,
l'UEMOA est composé de 8 pays membres de l'Union monétaire ouest africaine qui, avec l'IMF, la Cité du Livre de France et le R20, ils ont mis en place ce qu'on appelle l'espace SKDO, réunissant les régions de Sikasso au Mali, Congo, le Côte d'Ivoire et Bobo Dioulasso au Burkina, avec des ONG qui accompagnent le développement de ces régions les rendent attractives sur les questions de migration, les questions de promotion des femmes, les questions de lutte contre la pauvreté, d'attractivité de ces territoires. Et ce programme est financé par l'Union européenne, par l'AFD, et ça servit de test. Et aujourd'hui, ce programme est étendu dans la région du Boukani de la Côte d'Ivoire, nord-est, la Côte d'Ivoire, upper ouest du Ghana et celle du sud-ouest du Burkina Faso. Donc, pour dire que la coopération internationale intra-pays, grâce aux idées, parce que j'ai écouté mon prédécesseur qui disait qu'on est parti des idées avant de mettre l'organe. Et les idées ont poussé la création des organes. Et nous avons fait ce test dans la région ouest africaine et ça marche très bien. Je souhaiterais vivement que le RESACOP, en dehors des pays, puisse élargir sa coopération, qu'elle soit transfrontalière dans la région sud-africaine, d'autant plus qu'il y a des questions transversales, des questions de climat, des questions de migration. On voit bien le nombre de jeunes Africains qui périssent dans la Méditerranée. Comment est-ce qu'on peut aborder ces problèmes? Comment est-ce qu'on peut rendre nos territoires attractifs? Et comment est-ce qu'on peut développer? Parce que nous avons des richesses. Mais comment est-ce que former les gens, créer la ressource humaine, pouvoir utiliser ces ressources et permettre à ces jeunes de rester chez eux? Chez eux aussi, c'est aussi beau que Lyon, que Paris. Nous avons les richesses. Nous avons, nous, puissants pays africains, les richesses pour agir sur tous ces territoires, sur toutes ces thématiques. Benoît, ça va être à vous. Vous avez été patient, vous avez écouté 5 invités prestigieux, et j'ai envie de vous donner le rôle de un peu synthétiser ce qui a été dit en filigrane et de nous dire comment ce monde a évolué, comment la coopération a-t-elle migré, comment elle se différencie aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur de santé publique de l'Institut Mérieux et vous êtes le président d'honneur d'Action contre la faim. Merci, bonsoir à tous. Je vais d'abord rebondir en entendant nos amis maliens, la cigale du Mali, tout. Ça m'a fait penser au professeur Kogo Baramou. Vous connaissez dans les pays ce grand professeur sur le paludisme qui nous a quittés le printemps dernier. Parce que RESACOP, la coopération internationale, c'est effectivement un échange. Dans le domaine scientifique, notamment des maladies infectieuses, on s'enrichit des connaissances des personnes qui sont en première ligne sur le terrain. Et vous avez au Mali, il a laissé une génération de chercheurs, le professeur Baramou, que vous connaissez et qu'il faut saluer. Vous venez d'évoquer effectivement les coopérations scientifiques qui se sont aussi multipliées. Alors, en quelques mots, d'essayer de répondre à votre question de ce qu'on avait évolué, en entendant Corinne et Marc tout à l'heure parler de ces années où ont été créés RESACOP. À l'époque, j'étais directeur Bioforce. Et c'est vrai que je me souviens de nos discussions avec aussi Christophe Metz, Siedel. Je me souviens aussi de Bernard Russon que l'on a évoqué, qui créait à l'époque avec Clark Pirot, c'était les deux fondateurs du RD, qui a essayé beaucoup de choses. On était aussi au niveau national dans la création de Coordination Sud, cette alliance des différentes structures. On était dans la fin des années 90 qui avait vu l'effondrement des deux blocs, enfin de bloc soviétique surtout. J'évoque ça parce que c'est important. La première guerre civile qui survient après guerre froide, elle est en Afrique de l'Ouest. Elle est à côté dans nos pays voisins, le Libéria, avec Charles Taylor. Je pense à ça parce que vous avez cité Amadou Bouma, et quand il a écrit Alain n'est pas obligé, on a vu aussi cette déstabilisation qui est arrivée, c'est pour évoquer la sécurité aussi. Quelle année? 86, 1986. 91. La guerre civile libérienne, c'est 91. Donc il y a eu aussi cette déstabilisation. C'est avec, bien sûr, après, il faut laisser un Sierra Leone qui a déstabilisé la région. Donc, la fin de la guerre froide, pendant la guerre froide, chaque mètre carré de la surface de la Terre
était un des deux blocs. Par des alliances, nous savons tous, et cette guerre civile du Nigeria qui survient montre un désengagement très fort. En janvier 1991 à Monrovia, du jour au lendemain, 17 janvier dans le Golfe, vous avez tous les navires de guerre américains, il reste 7 marines, j'étais sur place à l'époque comme expatrié par exemple, il reste 7 marines. On parle de cette guerre froide et effectivement on voit au fil des années 90 des acteurs, des citoyens que nous sommes, devenir aussi acteurs de cette coopération. Il y a un désengagement des États. Ce désengagement, c'est aussi la fin du ministère de la coopération. Resacop. Par rapport à la formation que j'ai reçue, tout ce qui se faisait comme dynamique, et j'ai mis un projet personnel autour de cette coopération dans l'aspect développement durable. Et je remercie aussi de passage Corinne aussi, qui nous a beaucoup appris par rapport à la coopération décentralisée. Et cette coopération, comme le président du Sénat l'a souligné, l'aspect climatique est très important pour nous aujourd'hui, jeunes, et qui devront prendre le relève. Donc, j'ai saisi l'opportunité ici aussi pour dire que nous allons répondre aussi à ces défis ensemble, aux côtés de nos dirigeants. Et comme ressources humaines, ils réclamaient aussi la formation, la compétence. Donc nous sommes aptes aussi à apporter notre compétence auprès de nos autorités étatiques pour répondre à ces défis-là. J'entends beaucoup, ce sont des clichés, les gens du Sud, ils ne réagissent pas autour du climat. Mais nous vivons réellement cette réalité, la sécheresse, on ne produit pas de produits vivriers comme il se doit. Mais on a du bio, comme on le disait chez nous par rapport à ce bon temps, on dit bio de Côte d'Ivoire par rapport au café cacao. Et toutes ces initiatives qui sont mises en mal par l'aspect climatique, c'est très intéressant pour nous aussi jeunes de ne pas baisser la voix et de toujours rester aux côtés de nos dirigeants. Donc l'aspect de mon projet que je porte, c'est comment un citoyen peut aussi contribuer à résoudre le problème face aux défis climatiques. Comment est-ce que les défis climatiques, oui, absolument. Comment est-ce qu'on peut y répondre? Donc je continue cette recherche à Lyon 3 en éthique et développement durable pour structurer mes pensées et avoir d'autres idées ou ouvertures pour compléter. Merci pour votre pensée, mademoiselle. Merci beaucoup. Allez, maintenant c'est fini. On dépasse parce que Camille Gailleux, qui nous a été à préparer pendant des semaines m'avait dit, comme elle est responsable de Resacop, à 19h30, on passe à ce grand moment qui est la restitution des ateliers. Allez-y. Je voudrais juste citer une phrase de Bernard Husson, qui est donc un des initiateurs de Resacop, et qui dit toujours quand on fait du canoë-kayak, si on veut rester dans le courant, il faut pagayer plus vite que le courant. Donc juste un mot pour dire qu'on a beaucoup parlé de coopération décentralisée, mais qu'aujourd'hui on est passé au questionnement sur l'action extérieure des collectivités territoriales, et qu'une des réflexions qui nous anime, nous, aujourd'hui, c'est la réflexion sur l'internationalisation des villes et des territoires, et qu'on doit penser la coopération et ces dynamiques d'internationalisation en lien avec les enjeux de tous les territoires. C'est une idée tout en gardant, ce qu'a dit Dédéou, la question de l'amitié entre les personnes, même si dans le contexte difficile sécuritaire aujourd'hui, mais comment on fait pour maintenir ça, mais dans cette réflexion sur cette internationalisation des villes et des territoires. Merci beaucoup, Corinne, pour ce petit mot. Un dernier petit mot? Oui, merci beaucoup. Je suis heureux d'avoir participé à ces échanges. Je voulais dire que la coopération décentralisée, au fur et à mesure, change de paradigme. Le paradigme de départ, aujourd'hui, nous ouvrir à autre chose. Nous pouvons parler de coopération décentralisée économique, scientifique et promotion des hommes. Promotion des hommes, absolument. Merci beaucoup pour ce mot de fin. Merci à vous, participants, pour la richesse de votre témoignage. Vous pouvez rejoindre vos places parce qu'elles vont être occupées par 3 acteurs.
retenez bien ce nom dans quelques minutes. Un homme qui s'appelle Thierno Marie-Lucie. Retenez bien son nom, Thierno, dans quelques minutes ici. Mais avant Thierno, je demande à Jeanne, Véronique et Xavier de venir nous rejoindre ici pour la restitution des ateliers de l'après-midi. Ce sont 3 rapporteurs qui ont les capacités de synthèse. Jeanne Favra, Véronique Da Silva qui vient de Chambéry et de Savoie solidaire, et Xavier Ducrest, directeur de l'Handicap international. Xavier est également secrétaire de France Générosité. Et pour une fois, la parité va dans le bon sens. Alors, on commence par vous, Véronique. Alors, Véronique, vous êtes chargée de mission Pays de Savoie solidaire, vous venez de Chambéry. Vous pouvez nous donner d'abord le nom de l'atelier? Alors, le nom de l'atelier, c'était l'avenir de la coopération internationale. Quelles évolutions de Alors, qu'est-ce qui s'est dit dans cet atelier? Alors, dans cet atelier, on a eu un premier temps d'échange sur quelles évolutions justement des acteurs de la coopération ont été confrontés ces dernières années. On a réussi à identifier, à mettre en avant des évolutions qui nous paraissaient les plus importantes. On a regroupé un peu en 3 thèmes. Le premier, qui sont les évolutions qu'on a plus idéologiques, qui renvoient en fait à la nécessité aujourd'hui de trouver un nouveau modèle de développement. On a beaucoup parlé de réchauffement climatique dans une intervention précédente. Donc voilà, ce réchauffement climatique qui nous amène à revoir aujourd'hui notre modèle de développement. Et puis un autre enjeu qui est autour des questions d'insécurité et de mouvement migratoire, donc on l'a déjà parlé avant, et qui amène aussi des questions de repli sur soi. Et voilà, ça amène aussi pour nous une évolution, un nouvel enjeu auquel on peut confronter. Des évolutions qu'on a qualifiées plus institutionnelles, en lien avec le rôle des acteurs, où on a constaté des évolutions dans l'organisation du territoire et dans les compétences des collectivités locales, que ce soit en France ou dans les pays avec lesquels on travaille, et qui amène aussi à revoir un peu nos pratiques. Et puis la montée en compétences de nos partenaires dans les pays du Sud, que ce soit la montée en compétences des élus ou des professionnels avec lesquels on travaille. Et puis un dernier groupe d'évolutions qui sont plus, qu'on appelle des évolutions contextuelles, qui renvoient plus à des questions d'évolution des modalités de financement, on baisse des financements dédiés à la coopération et puis au changement aussi de mode de financement, le passage de la subvention à l'appel à projet, qui bouscule aussi les acteurs. Et puis en lien avec les évolutions idéologiques, en lien avec les évolutions institutionnelles, il y a aussi des attentes de nos partenaires qui bougent et qui nous amènent aussi à revoir le mode de coopération. Merci beaucoup, Véronique. Tiens, que ceux qui ont participé aux ateliers, est-ce qu'ils sont encore là? Levez la main pour voir où vous êtes. Tous ceux qui ont participé aux ateliers, levez la main. Alors, 1, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 62, 63, 68. Ok, pas mal. Hein. Vous étiez plus de 110, hein, c'est ça? Les ateliers, vous êtes ici avec le directeur du Handicap international France, directeur France. Ah oui, mais c'est compliqué, il y a une loi internationale qui faut organiser pour directeur France en termes international. Lyon France. Oui, merci. C'est quoi l'atelier? Merci. Simplement, il y a tellement de monde qu'il a fallu diviser en 2. D'abord, merci de nous permettre de nous exprimer au nom des ateliers en question. On a pu faire travailler l'intelligence artificielle, non artificielle, justement collective. Et ça, c'est intéressant, parce que l'humain est extrêmement intelligent. Et donc, simplement pour dire aussi que nous sommes cofondateurs de la SAPOS, donc c'est aussi de la SAPOS, on y arrivera. Donc, merci à Florian, Julien et Eric d'avoir animé cet atelier et aux participants. Est-ce que Julien, Florian et Eric sont là? Ils sont forcément quelque part, et voilà, ils sont d'abord au bout. Merci. Donc, on a divisé cette intervention en 2 grands thèmes, les freins et les limites d'espérance. Et donc, les freins, ils sont nombreux, mais on va un peu répéter en synthèse ce qui a été dit par les intervenants. Il y a d'abord pour une exigence des bailleurs institutionnels qui, selon l'atelier, est un risque aujourd'hui de redevabilité extrêmement comptable et peu enclin à favoriser l'innovation. Et donc, dans le cadre des appels à projets, on finit par tous avoir la même réponse, même dans le cadre serré.
Donc, on a dit tout à l'heure, place aux idées, c'est un frein à la idées. Donc, il y a ce premier frein. Deuxièmement, le président Laurent Wauquiez l'a souligné, la planète est traversée de crises.